Merci beaucoup, Anta. Je vais essayer d'avoir les deux mains occupées et puis de passer les slides. Merci. Je pense que vous allez m'entendre si je le fais, si je le mets comme ça. Oups, non, ça fait pas. Faut pas que je montre, mais parfait. Alors, merci beaucoup. Comme je disais tantôt, Anta. Alors, moi, ma présentation aujourd'hui s'intéresse à l'utilisation des réseaux sociaux numériques par les adolescents. Alors, il y a comme un dilemme entre une protection des droits des enfants, mais en même temps de leur donner l'opportunité d'exercer ces droits. Alors, c'est un projet de recherche qui entre dans le cadre de ma thèse de doctorat en travail social. Donc, je suis en collaboration avec Marie-Christine Saint-Jacques, qui est professeure donc à l'Université Laval. Oui, OK, parfait. Je m'excuse. Alors, l'objectif, en fait, c'est d'exposer les enjeux qui sont liés à l'utilisation des réseaux sociaux numériques par les adolescents, d'analyser un peu les impacts, en fait, de cette utilisation sur les adolescents, d'examiner les mesures en place pour protéger les jeunes et finalement de formuler des recommandations donc, par rapport à cette situation. Alors ici, je vous donne quelques chiffres en fait pour vous mettre un peu en contexte de l'ampleur de l'utilisation en fait des réseaux sociaux numériques par les adolescents. Alors, quand on voit que c'est 77% en fait des jeunes qui utilisent, des adolescents âgés de 13 à 17 ans qui utilisent les réseaux sociaux numériques au Québec, alors, ça montre un peu la place prépondérante que ces réseaux-là, ces espaces, occupent dans la vie quotidienne des jeunes. Alors, au niveau de la durée d'engagement, des recherches montrent que les jeunes passent en moyenne plus de 10 heures sur les réseaux sociaux par semaine. Alors, qu'est-ce que les adolescents vont chercher dans les réseaux sociaux numériques? Donc, il faut comprendre que les réseaux sociaux représentent en fait un espace de socialisation. Donc, avant, on avait l'école, la famille, les pères. Il y a comme un nouvel espace donc, qui s'est créé avec les réseaux sociaux numériques dans la mesure où ils permettent un contact avec les amis, de développer leur identité aussi et leurs compétences sociales. Donc, c'est des opportunités importantes que les jeunes peuvent développer donc, à travers les réseaux sociaux numériques. Il y a aussi cette capacité que les réseaux sociaux numériques leur permettent en fait en termes de création et de partage de contenu. Donc, aujourd'hui, les jeunes nous font des vidéos très pertinentes sur n'importe quel sujet parce que les réseaux sociaux, quand même, c'est un espace démocratisé où on donne la parole à tout le monde. Donc, on voit comment les jeunes peuvent exploiter cette créativité qui sont en eux, qui peut être positif sur leur développement. Alors, c'est en même temps un espace de divertissement, avec tout ce que ça amène comme impact positif. Et puis, l'autre côté de la médaille. Oups, OK. Je, je, désolée. Je vais essayer de maintenir ma main comme ça. Alors, j'ai parlé de cette possibilité d'offrir un espace de divertissement. Donc, tu sais, les jeunes peuvent aller écouter de la musique, s'amuser, jouer à des jeux vidéo. Euh, donc, euh, Ça, c'est juste un pan de ce que les réseaux sociaux, en fait, offrent aux jeunes. Mais si on regarde bien, on trouve qu'il y a beaucoup d'autres possibilités que les jeunes peuvent retrouver dans les réseaux sociaux. Alors, si on parle un peu, ici, je parle plus des impacts psychosociaux. Il y a d'autres types d'impacts, en fait, de l'utilisation des réseaux sociaux par les adolescents. Alors, on peut parler ici de la santé mentale. Des études ont montré une augmentation, en fait, de l'anxiété, de la dépression et des troubles de l'image, dus apparemment par les réseaux sociaux numériques. Alors, on sait que les jeunes rencontrent beaucoup d'idéaux sur le plan surtout physique liés au corps. Et en même temps, l'adolescence, c'est quand même une étape où il y a des transformations physiques,
où le jeune se perçoit, se représente, mais aussi toujours en comparaison avec les autres, ce qui favorise souvent le fait de se dévaloriser ou d'avoir d'autres sentiments qui sont négatifs. Alors, au niveau de la compétence sociale, c'est que beaucoup de jeunes, en fait, ont plus d'habileté à discuter, à échanger sur les réseaux sociaux qu'en face à face. Donc, il y a comme les jeunes sont plus à l'aise derrière leur écran que quand ils sont avec leurs amis. Donc, il y a ce risque-là, donc de diminuer un peu cette compétence sociale-là. Il y a aussi, comme je parlais tantôt, de l'estime et de l'image de soi. On sait que pour se concevoir, les jeunes ont souvent, ben, c'est pas juste les jeunes, mais plus à l'adolescence, on prend conscience de soi-même, puis on prend conscience en se comparant avec les autres et les impacts, en fait, on voit les idéaux, les publicités avec des jeunes, des corps amincis là, qui ont un impact, en fait, défavorable sur l'image et l'estime de soi des adolescents. Je pense que je suis allée trop loin. Mais en fait, le dilemme que je pose ici, c'est que nous avons des droits qui protègent les enfants, ben, qui leur garantissent un certain nombre de droits qui existent, que mes prédécesseurs ont parlé. Mais en même temps, il y a cet enjeu de protéger les enfants contre certains droits, en fait. C'est ça que posent, en fait, les réseaux sociaux numériques. Ici, je parle un peu du droit à la vie privée, donc qui est l'article 6, 16 plutôt, de la Convention des droits de l'enfant, donc qui demande en fait, et qui a pour principe de protéger les données personnelles et de la confidentialité. Alors, si on voit dans les réseaux sociaux, on sait qu'il y a plein d'activités en fait qui se font et que les jeunes en fait courent le risque que leurs informations soient prises et utilisées à d'autres fins sans qu'eux-mêmes ils s'en rendent compte. Alors, on a aussi cette liberté d'expression, en fait, qu'on retrouve dans les articles 12 et 13, qui parlent un peu de la liberté de communiquer librement les idées et les opinions. Alors, ici encore, les jeunes peuvent s'exprimer, mais dans cette expression, il peut y avoir aussi des contraintes, des problèmes. C'est comme la cyberintimidation, en fait, qui est des intimidations que les uns posent sur les autres, juste en peut-être commentant une photo d'une façon négative ou bien en donnant leurs idées sur, par exemple, des communautés ou des groupes qui font qu'en fait, cette liberté-là pose en même temps un enjeu de respect, oui, merci, des droits humains. Alors, il y a aussi l'accès à l'information. On sait qu'avec toute la notion de fake news, de désinformation, les enfants peuvent être amenés à croire à des situations qui ne sont pas tout à fait vraies. Je vais essayer d'aller plus vite. Alors, mais en même temps, au niveau du Canada, on voit qu'il y a eu quand même un renforcement de, de- du cadre juridique là, pour protéger davantage les jeunes, ou bien d'une façon générale. Alors, moi, ce que je me demande, c'est comment est-ce que, malgré toute cette protection qui existe, les jeunes continuent encore à avoir de la difficulté générée par l'utilisation des réseaux sociaux. Alors ici, il y a au Canada la loi sur la protection des renseignements personnels, donc qui existe, qui a été volée, qui a été votée plutôt, pas volée, mais ce sont les informations des jeunes qu'on vole souvent et qu'on utilise à d'autres fins. Il y a aussi la loi sur le harcèlement en ligne qui a été rajoutée dernièrement pour en fait sécuriser davantage donc les jeunes qui utilisent les réseaux sociaux. Alors, il y a aussi d'autres lois au niveau provincial ou bien territorial, mais plus sur l'exploitation des enfants, donc qui utilisent les réseaux sociaux numériques. Alors, pour faire face à tous ces problèmes, les parents aussi ont mis en place un certain nombre de stratégies pour protéger plus les enfants. On voit que 82% des parents québécois ont mis en place des règles sur le temps passé en ligne pour éviter en fait que plus de temps soit déployé donc, dans les réseaux sociaux.
En plus de ça, il y a aussi les logiciels de contrôle qui sont installés dans les appareils des enfants par 54% des parents pour protéger davantage les jeunes. Alors, en plus de ça, moi, dans la littérature, il est ressorti un certain nombre de recommandations à l'égard des parents et des éducateurs dans le fait d'essayer de mieux comprendre en fait les défis et les risques potentiels que représentent les réseaux sociaux pour les jeunes. Parce qu'il y a beaucoup de littérature, mais tout ce qui est défis, risques et impacts, c'est encore l'année passée aux États-Unis, l'équivalent du directeur de la santé publique disait qu'il fallait encore faire des recherches pour approfondir les impacts des réseaux sociaux sur les jeunes. Donc, c'est un défi, non seulement pour les parents, mais pour tout le monde, mais d'établir aussi un dialogue constructif avec les adolescents sur leurs activités en ligne. Pas juste peut-être installer un contrôle parental, mais de comprendre comment ça se fait et puis de dialoguer pour comprendre quels sont les enjeux que rencontrent en fait les jeunes. Puis accompagner les jeunes dans l'utilisation responsable et sécuritaire des réseaux sociaux. Alors, mais au niveau des jeunes aussi, ce serait intéressant de les autonomiser, au niveau pour renforcer la créativité, comme je l'ai dit tantôt, en fait, les réseaux sociaux, c'est une mine d'or pour la créativité des jeunes. Tout ce que les jeunes font sur les réseaux sociaux, moi, à leur âge, je n'étais pas capable, mais il faudrait en fait les aider à mieux canaliser cela. Alors, il faut aussi une formation dans ce sens-là pour les aider à mieux gérer leur présence en ligne. Et puis, finalement, aussi de les responsabiliser à développer une citoyenneté numérique, donc engagée. Donc, c'est un pan de la prévention qui n'est pas très développé pour le moment. Alors, il y a aussi l'aspect d'engagement communautaire, donc en lien avec l'objectif 17 des objectifs de développement durable, qui engage un peu les partenariats entre le secteur privé et public pour renforcer la sécurité en ligne. Donc, il y a aussi de créer des plateformes collaboratives au sein desquelles on discute en fait des expertises et des bonnes pratiques en fait par rapport aux différentes communautés qui sont en jeu, mais aussi d'identifier en fait les influenceurs qui ont un impact positif, par exemple, sur la vie des enfants, puis de les promouvoir pour qu'eux autres, à leur tour, puissent en fait changer un peu certaines dynamiques qui sont malsaines dans les réseaux sociaux. Alors, pour terminer, le grand problème en ce moment, c'est que euh, tout le cadre légal est derrière les réseaux sociaux parce que ça va tellement vite. L'évolution, en fait, est tellement rapide euh, que au niveau de la législation, on crée, par exemple, des lois. On est déjà en retard, mais quand on en crée, les jeunes, c'est que les réseaux sociaux ont déjà dépassé de 10 pas, hein, les législations. Alors, c'est de vraiment essayer de trouver une juste articulation, un équilibre entre les acteurs pour être à jour et puis peut-être être plus dans une dynamique de prévention alors qu'après. Alors, voilà. Merci de votre attention. Merci beaucoup. Alors, nous allons pouvoir poursuivre avec la prochaine présentation. Et pour cela, je vais laisser la parole à Amira Mahameri, donc doctorante en droit en co-tutelle de thèse à l'Université de Bordeaux et à l'Université d'Ottawa, qui finalise actuellement sa thèse relative à la participation du mineur à sa propre protection au travers d'un droit comparé français-québécois. Elle s'intéresse en outre à la participation des groupes d'enfants particulièrement en situation de vulnérabilité, tels que des mineurs autochtones du Canada, les mineurs non accompagnés, les mineurs en situation de handicap. Je vous invite d'ailleurs à retrouver la biographie complète sur le site donc, du LRID elle sera affichée prochainement.
Elle sera accompagnée de Aude Kérival, donc sociologue, qui conduit des recherches-actions, des évaluations de politiques publiques et des évaluations de dispositifs expérimentaux. Elle a travaillé dans plusieurs institutions, laboratoires d'études, recherche et formation en action sociale, le Centre d'études recherche pour la petite enfance ou encore l'Institut national de la jeunesse et de l'éducation populaire. Et son domaine d'expertise porte principalement sur la protection de l'enfance, les questions d'inégalité et de discrimination et les phénomènes de violence et de harcèlement dans les institutions. Je vais leur laisser de ce pas la parole et puis nous partager leur support de présentation. Bonjour à toutes et à tous, je vous remercie infiniment. Alors, je vais tenter de partager le PowerPoint. Ça fonctionnait et là, en fait, je ne parviens pas à vous le transmettre. Alors, partager l'écran. Hop. Est-ce que ça fonctionne là? Ouais. Allez, impeccable. C'est parfait, Amira. Eh ben, parfait, je suis ravie. Alors tout d'abord, je tenais en fait à vous remercier, Mona Paré, Anta Nyang, Nathalie Mondin, de nous avoir offert la possibilité de parler d'un thème important et émergent dans le cadre du colloque 606 de l'ACFAS. En effet, un des mois sommes heureuses d'intervenir au sujet de la participation des enfants et des jeunes et leur droit au mentorat de la théorie à la pratique. Et dans ce cas, nous sommes invités à découvrir la recherche menée par Aude et ses collègues, puis ma pratique en qualité de mentor, donc au sein de la FEV à Marseille. Alors, avant d'inviter Aude à nous partager sa recherche, j'aimerais vous faire part en fait de la naissance de ce projet. En effet, le droit au mentorat en termes de participation de l'enfant est un droit qui nous questionne dès lors qu'il a récemment émergé en fait en France et que sa pratique ne cesse de se déployer. Alors, il m'a paru intéressant de proposer à Aude, qui a mené une recherche sur le sujet, de collaborer ensemble pour vous partager aujourd'hui donc le fruit de notre collaboration, hein, qui est à la fois un travail donc théorique et pratique, et dont l'intérêt est certain tant pour la recherche et surtout pour les enfants. Donc, Aude, je te laisse prendre le relais. Merci. Alors, donc, ce qu'on va vous proposer, c'est de regarder cette question du mentorat en tant qu'expérience individuelle entre un binôme entre binôme mentor-mentoré et le mentorat en tant que politique publique. Et moi, c'est vrai que je vais en particulier me concentrer sur la question du mentorat en tant que politique publique. Pour rappel, la définition du mentorat au sens où elle est, euh, elle est utilisée en France, donc c'est un terme qui est assez récent dans le champ des politiques jeunesse, des politiques éducatives et des politiques en lien avec la protection de l'enfance. Pendant très longtemps, on a plutôt parlé d'accompagnement individuel ou on a parlé de tutorat, ou de parrainage, mais c'est vraiment récent le fait qu'on parle de mentorat. Ça a été annoncé par le président de la République il y a 3 ans. Et ça a donné lieu au dispositif Un jeune, une solution, puis au dispositif Un jeune, un mentor. Et donc, si on en revient à la définition qui est proposée sur la plateforme nationale Un jeune, un mentor, c'est un accompagnement individuel d'un jeune de 5 à 30 ans par une personne bénévole pour l'aider à mieux se connaître, s'épanouir, prendre confiance en lui et développer son autonomie en fonction de l'âge du mentor. Les objectifs peuvent porter sur l'accompagnement scolaire, l'orientation ou l'insertion professionnelle. Donc, on voit qu'on a une définition extrêmement large qui peuvent être mis en œuvre, on le verra, de manière très différente. Sur la définition, alors, donc les enquêtes, sur quel corpus je vais m'appuyer pour vous parler aujourd'hui? On a réalisé avec mes collègues plusieurs enquêtes entre 2019 et 2024. Alors d'abord, j'ai eu l'occasion de travailler avec Roxane Brisset sur l'évaluation du plan Un jeune, un mentor, où donc on a effectué une revue de littérature en anglo-saxonne, puisqu'il y avait très peu de choses en France. Là, ça commence un peu à sortir, mais il y avait très peu de choses en langue française d'ailleurs. Alors, si au Canada, il y avait pas mal de choses, mais en tout cas en France, il y avait pas beaucoup de choses. Donc, sur la méta-analyse, on a beaucoup utilisé
des travaux anglo-saxons et canadiens, des entretiens avec les directeurs des associations de mentorat, avec le collectif mentorat qui a été vraiment un impulseur au niveau des politiques publiques. Il a impulsé la mise en œuvre d'abord le fait qu'on ait mis le mentorat à l'ordre du jour dans l'agenda politique, puis la mise en œuvre de cette politique. On a également interviewé des chargés de mentorat et des mentors, et ça a donné lieu à la coordination d'une revue sur le mentorat avec Roxane, qui nous a conduit aussi à échanger avec les 6-7 auteurs qui ont eux-mêmes écrit des articles et qui avaient eux-mêmes travaillé sur le sujet. Ensuite, j'ai mené une mesure d'impact d'action de mentorat spécifiquement auprès des jeunes de l'aide sociale à l'enfance de 6 associations, donc par des questionnaires qui ont été transmis à des jeunes et à des mentors, donc 163, et des entretiens complémentaires, pareil, avec des directions d'associations, des jeunes et des mentors. Alors, j'ai eu un autre prisme sur l'aide sociale à l'enfance, puisque dans le cadre d'enquêtes sur les liens sociaux d'attachement que je mène auprès d'enfants confiés à l'aide sociale à l'enfance, dans des départements, puisque en France, c'est les départements qui gèrent l'aide sociale à l'enfance. Donc, j'ai eu l'occasion de mener des entretiens et de faire passer des questionnaires à plusieurs périodes de la trajectoire d'enfants confiés. Donc, dans une première enquête, on a 148 questionnaires. Avant-après, dans la seconde enquête, il y en a 215 et on a fait environ 300 entretiens avec des enfants. Et on a on a été spécifiquement sur les enfants qui bénéficiaient de parrains-marraines. On n'avait aucun enfant qui avait un mentor, mais on en avait une vingtaine qui avaient des parrains-marraines. Donc, on a interviewé les enfants qui avaient des parrains-marraines ainsi que les parrains-marraines. On va dire qu'en France aujourd'hui, en effet, aujourd'hui, il y a une loi qui est la loi Taquet qui dit que chaque enfant confié à l'aide sociale à l'enfance doit se voir proposer un parrain et un mentor. Dans la réalité, sur les départements, aujourd'hui, on a moins de 5% des enfants qui bénéficient d'un parrain et d'un mentor. Ça dépend aussi s'ils sont plutôt en milieu rural, plutôt urbain. Mais c'est quand même très, très minoritaire. Voilà, je passe au second slide. Alors, comme c'est juste avant peut-être. Ouais, alors les résultats, je vais vous donner quelques résultats très rapides puisqu'on n'a pas beaucoup de temps. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a eu des objectifs extrêmement ambitieux en France de passer de 30 000 à 300 000 enfants jeunes mentorés en l'espace de 2 ans. Donc, si on compare à l'expérience Big Brother, Big Sister aux États-Unis, c'est 10 fois plus sur un territoire qui est beaucoup moins grand et avec une ancienneté qui est moindre, puisque Big Brother, Big Sister, ça a 100 ans et que les programmes de mentorat ont pas plus de 3 ans. Alors, ce que ça a entraîné, ce passage à l'échelle extrêmement rapide, ça a entraîné quand même une dégradation de l'accompagnement liée vraiment au développement trop rapide, c'est-à-dire les matchings ont été faits par logiciel entre mentor et mentoré. Il n'y avait pas nécessairement de temps collectif de rencontres préalables. Les relations, l'injonction qui a été faite par le gouvernement aux différentes associations qui se sont positionnées pour être financées comme faisant du mentorat. Souvent, c'était à l'origine des associations de parrainage ou des associations de tutorat. Des fois, ce sont des associations qui se sont créées pour l'occasion dans le cadre de l'appel à projet sur un jeune, un mentor. Mais pour arriver aux objectifs à atteindre de 100 000, 200 000, 300 000 jeunes mentorés, souvent, ils ont réduit les temps d'accompagnement à 6 mois, par exemple. Et puis, il y a eu des difficultés d'accompagner les mentors, puisqu'il y a une montée en charge du nombre de mentors. Et donc, on a dû recruter parfois des chargés de mentorat qui étaient des services civiques, donc qui étaient très peu formés et qui étaient eux-mêmes en difficulté pour gérer des bénévoles mentors qui allaient s'occuper d'enfants qui allaient en tout cas être dans des relations de mentorat avec des enfants de l'aide sociale à l'enfance. Il faut avoir en tête en France, je pense que c'est à peu près pareil au Canada, mais 30% des enfants confiés à l'aide sociale à l'enfance sont en situation de handicap. Parfois, ils intervenaient dans des structures d'urgence où les enfants sont en très grande insécurité de savoir ce qu'ils vont faire. Donc, ça mettait les mentors dans des situations très difficiles et le défaut d'expérience des chargés de mentorat
ou voire le défaut d'accompagnement rendait aussi le suivi très difficile. Ça a créé une attente très forte, ce droit au mentorat dans le cadre de l'aide sociale à l'enfance. Du point de vue des enfants, on leur a dit qu'ils allaient être parrainés ou qu'ils allaient avoir un mentor. Et donc, ça a entraîné des listes d'attente parce que ce sont des enfants, les premiers qui ont été visés, c'était des enfants où les parents n'avaient pas de droit de visite et d'hébergement, donc ils ne sortent pas les week-ends. Et puis, ça a créé aussi des confusions en termes d'attente du point de vue des professionnels parce qu'on a une très, très grande pénurie de main-d'œuvre en protection de l'enfance. C'est le secteur du travail social qui est le plus touché en France par la difficulté de recrutement. Et donc, il y avait un peu cette idée ils allaient prendre le relais, par exemple, des familles d'accueil pour que les familles d'accueil aient des temps de répit. Et donc, ça a créé beaucoup d'attentes et des attentes qui n'étaient pas du tout en adéquation avec ce que pouvaient potentiellement apporter des mentors. Les effets, il faut avoir en tête que pour l'instant, c'est vraiment sur une sur une minorité de jeunes. Donc déjà, parce qu'il y a une minorité de jeunes où on arrive à faire en sorte qu'il y ait un mentor et un enfant. Et puis finalement, on s'est rendu compte que parce que la politique publique, elle avait la volonté de toucher 300 000 jeunes, on a élargi les critères. Donc, aux côtés des jeunes de l'ASE, il y avait un peu les jeunes ruraux, les jeunes en quartier prioritaire des politiques de la ville, enfin, tous les jeunes. Et finalement, en élargissant ce dispositif à quelque chose de très large, on s'est retrouvé à voir que les publics ciblés, comme souvent, sont les publics les moins en difficulté, et notamment parmi les jeunes de l'ASE, par exemple, spécifiquement, ça a été exclusivement pour le mentorat des jeunes de l'ASE qui étaient en filière générale. Or, c'est que 20% des jeunes de l'ASE qui sont en filière générale parce que c'était des jeunes qui étaient en capacité de formuler une demande précise et un besoin. Donc là, je parle du mentorat tel qu'il a été mis en place par la politique publique. Donc, c'était un mentorat très léger. Dans 80% des cas, il était en visio parce que trouver des mentors pour un jeune qui habite dans le fin fond de l'Ain, c'est encore plus compliqué. Donc, voilà, ça a donné des actions qui pouvaient être de manière générale, statistiquement, il y avait beaucoup d'actions qui étaient finalement assez faibles et qui étaient faibles en termes d'effets de ce fait. Et il y a quand même un risque d'amplifier les inégalités plutôt que de les réduire en instaurant un droit au mentorat à destination de tous les jeunes et en imposant une obligation de résultats visibles et à court terme, puisqu'on s'aperçoit, et les articles qui ont été écrits dans le cadre de la revue qu'on a coordonnée avec ma collègue, qui était plutôt sur le mentorat dans le cadre de la réussite éducative, donc là c'était hors des jeunes de l'ASE, eh bien ça formulait le même constat, à savoir c'était les jeunes les moins en difficulté finalement. Plutôt, il y avait des grosses associations qui disaient on a un embourgeoisement de nos jeunes mentorés depuis qu'on est passé à l'échelle et depuis qu'on a des objectifs quantitatifs extrêmement importants. Voilà, pour être court. Donc ensuite, le droit au mentorat, il implique des mentors formés, accompagnés, mais ce qui observe, et dans les revues de littérature à l'international, on observe aussi ça, ils ne peuvent pas remplacer les professionnels, et donc il y a une politique parallèle qui doit valoriser les métiers. Par exemple, il y a des évaluations internationales et françaises qui montrent qu'en ce qui concerne les effets les plus positifs, du côté réussite scolaire, les mentors sont des enseignants, et du côté protection de l'enfance, et ça on l'a vu, c'est plutôt des parrains, dans les 5% d'enfants mentorés, puisque maintenant on parle de mentorat pour englober tout, ce qui est une vraie question, mais on pourra y revenir, eh bien, ce sont plutôt des anciens professionnels de l'aide sociale à l'enfance que les enfants ont rencontrés de manière naturelle. Il y a ce terme de mentorat naturel dans la revue anglo-saxonne. Ce sont ces professionnels qui sont plus souvent des parrains ou mentors qui restent dans la vie de l'enfant et qui ont un effet sur l'insertion de l'enfant, sur son bien-être et sur sa réussite scolaire également. Pour ce qui est de la participation des enfants et des jeunes, les travaux sur la participation mentionnent l'importance du collectif. Or, le mentorat tel qu'il est en œuvre aujourd'hui, sauf exception, ne vise pas à la création de collectifs, sauf quelques associations minoritaires sur des territoires et souvent des associations historiques, et on reste quand même beaucoup
dans des relations interindividuelles, dans des politiques individualistes où la relation est duelle et il y a peu de tiers finalement dans cette relation et peu de groupes, et ce d'autant plus qu'elle se fait en visio et pas dans un local associatif ou même dans une relation interindividuelle, l'enfant pourrait croiser un collectif ou d'autres jeunes qui seraient également mentorés. Alors, je te remercie, Aude. Effectivement, bah, pour ma part, je vais partager donc mon expérience au sein de la FEV, qui est en fait une association qui a un peu plus de 30 ans, qui a été créée donc par 3 étudiants, dont l'un est aujourd'hui en fait directeur général de l'association à Paris. Il existe 23 pôles en France et il existe aussi plusieurs programmes. Donc, cela représente pas mal d'étudiants engagés, 20 000 étudiants sur toute la France. Et puis à l'origine, le mentorat s'appelait donc l'accompagnement individualisé. Donc c'est la première action qui a été mise en place et qui consistait à mettre en binôme donc un étudiant avec un jeune salarié de la grande section maternelle au lycée pour faire des activités autour de la scolarité de manière générale. Donc pour ma part, j'ai eu le privilège d'interviewer en fait Lucie Petrovski durant 55 minutes et qui travaille en qualité de salariée à la FEV depuis 2021 sur le programme Mentorat. Donc son équipe se compose donc de 4 salariés qui travaillent donc sur le mentorat et chacun est positionné donc sur des territoires différents et ce sont des territoires qui sont ciblés selon les besoins des enfants et les financements entre autres qui sont faits par la politique de la ville. Alors, voilà, donc voici les questions que j'ai posées. Donc je vais vous inviter à les lire et au fur et à mesure, moi je vais vous partager le contenu de manière à gagner du temps. Alors, pour la première question, donc voilà, c'est ce que je viens de vous présenter en fait par le biais donc des réponses que m'a partagé Lucie. La seconde question, bah, à Marseille, il existe effectivement donc le mentorat et d'autres programmes tels que les CAPS, qui est l'acronyme pour colocation à projet solidaire. Le vert, ce sont en fait des volontaires en service civique qui interviennent dans les établissements scolaires autour d'ateliers collectifs. Et le nouveau programme mentorat lycéen, c'est un mélange en fait de mentorat et de vert, et ce sont des lycéens qui interviennent auprès des collégiens pour faire du mentorat. Donc les valeurs que prône la FEV, c'est essentiellement la lutte contre les inégalités socio-éducatives et la mise en valeur de l'engagement. Alors, pour la question 4, bah, en fait, comment lutter contre les inégalités? Bah, le bénévole, il va consacrer 2 heures par semaine de son temps et il propose des sorties, des activités ou de l'aide aux devoirs. C'est assez large ce qui est proposé. Donc, il s'agit d'un accompagnement à la scolarité. Les binômes décident ensemble de ce qu'ils vont faire comme activité. Donc, pour ma part, j'ai eu pour mission principale donc d'accompagner le jeune nouvellement arrivé en France après avoir fui la guerre en fait au Soudan avec sa famille, à sortir de sa zone de confort afin de gagner en confiance en lui et de lutter contre sa timidité. Alors nous avons fait des sorties pour découvrir la ville, notamment via le train touristique, donc du Vieux-Port vers Notre-Dame-de-la-Garde. On a visité la grotte Cosquet, je l'ai aidé à intégrer une équipe de foot, sachant que c'est son rêve, et puis à participer aussi à un concours de dessin, donc il a appris récemment que son dessin a été sélectionné. Et puis, on a aussi découvert l'exposition immersive récemment sur Vincent Van Gogh. Et pour le féliciter donc, de son premier trimestre qu'il a passé avec brio, bah, je l'ai emmené voir un match de foot au stade Vélodrome à Marseille. Donc, grosso modo, au niveau de la question 5, les équipes pédagogiques, elles transmettent en fait une liste avec le nom des enfants à l'attention de la FEV. Et dans l'idéal, l'accompagnement dure 1 an. La FEV, donc, en fait, a des partenaires éducatifs qui travaillent au sein de l'éducation nationale, tels que des professeurs, instituteurs, directeurs d'école, CPE, etc. Et il y a aussi des partenaires avec des associations qui choisissent au préalable les enfants. Donc, pour la question 6, en fait, les étudiants bénévoles ne sont pas choisis. Ils sont en réalité donc accueillis avec plaisir. Il existe un partenariat avec l'université. À titre d'exemple, il y a un partenariat avec Aix-Marseille qui permet aux étudiants engagés d'être éligibles au bonus LAFEV. Et en fait, ça leur permet concrètement d'obtenir 0,5 points en plus dans leur moyenne du semestre. Ils s'inscrivent donc au programme du mentorat via un formulaire en ligne, puis participent à une réunion d'information obligatoire qui dure environ 1 heure et durant laquelle on explique tout ce qu'ils doivent savoir avant de s'engager. Donc les contraintes, les règles non négociables et les objectifs, etc.
Pour la question 7, donc en fait, la durée du mentorat, elle peut dépendre, car si l'enfant a envie, il peut connaître non pas un, mais plusieurs bénévoles durant son parcours scolaire. Cela peut arriver que les binômes, en fait, gardent contact après la période de mentorat. Pour la question 8, bah, dans l'idéal, en fait, l'accompagnement est spécifique aux besoins de l'enfant, vous explique Lucie. Or, les besoins ne sont pas toujours détaillés. L'enfant est dirigé vers un professionnel compétent car le bénévole n'a pas à se substituer à ce dernier. On peut prendre un exemple, l'orthophoniste. Pour la question 9, bon, bah, il y a effectivement des formations qui sont proposées. Et d'ailleurs, pour être éligible au bonus la FEV, il faut participer à 3 formations donc proposées par la FEV tout au long de l'année. Il existe également une application nationale qui s'appelle REC pour se former pendant la période dédiée au mentorat avec, enfin non, avant plutôt l'obtention donc de l'attestation d'engagement. Donc, hop, la question 10, et on a bientôt fini, ce sont les 2 dernières questions. Alors Lucie explique tout bonnement que le mentorat est un sujet qui est partout en ce moment. Donc en réalité, cette pratique, elle est bien suivie donc à l'heure qu'il est. Le terme est très employé, mis en avant par le gouvernement, et puis elle a cependant quelques réserves, et c'est ça qui nous intéresse. Parce que elle pense que beaucoup de choses se passent bien au niveau du mentorat. Après, de là en faire une politique nationale, et là ça rejoint un peu le travail qu'a mené Aude et ses collègues, elle ne sait pas si c'est une bonne façon de lutter contre les inégalités. Cela questionne l'effectivité et répond, selon elle, à une idéologie méritocratique car on retrouve une égalité des chances qui n'existe pas. Elle conclut par l'importance de l'existence du mentorat, mais que pour autant, cela ne résout pas du tout les inégalités qui sont structurelles et systémiques. Et pour la dernière question, donc la FEV demande en réalité donc une attestation sur l'honneur que le casier judiciaire est vierge. Et ça, c'est extrêmement important parce qu'on parle là de sécurité de l'enfant, de sa protection. Mais il existe en fait une règle explicite selon laquelle si l'accompagnement se passe à domicile, donc chez le jeune, il faut que le représentant légal soit présent, pas de séance chez le bénévole. Autrement, les rencontres se déroulent dans les lieux publics. Dans le cas de sortie, il y a une autorisation parentale à signer et qui stipule la date, les horaires, l'endroit, etc. Donc là, je ne sais pas si vous voyez, mais ça ressemble à ça. Et généralement, le mentorat se passe bien et les enfants sont contents de faire des sorties en dehors de leur scolarité. Et concernant mon travail doctoral sur la participation du mineur à sa propre protection, droit comparé français-québécois, j'ai demandé à Lucie si, selon elle, le mentorat pousse l'enfant à participer activement à sa propre vie, en tant que sujet et citoyen en devenir. Et elle a répondu qu'il s'agit d'une démarche qui, d'une part, reconnaît l'enfant et ses besoins, et qui permet un accompagnement adapté à l'enfant à son rythme tout au long de l'année. Et que d'autre part, celle-ci invite l'enfant en fait à partager ce qu'il a envie. Et cela est intéressant comme démarche participative. Il s'agit effectivement d'adaptation quotidienne. Et le mentor n'impose pas de sortie. Il doit chercher l'adhésion de l'enfant. Tout le monde a quelque chose à apporter. Et au vu de mon expérience Je suis désolée, Amira, mais je vais vous inviter à conclure. D'accord, très Désolée. bien. Bon, moi, je vous en prie, ça a duré plus longtemps. Alors, effectivement, je conclus parce que j'ai eu la chance, en fait, d'accompagner cet enfant. Et dans le cadre de ce mentorat, bah, il m'a inspirée. J'ai élaboré des outils pédagogiques à destination donc, des enfants afin qu'ils puissent connaître leur droit à la participation, à la protection et à la citoyenneté en France et au Québec. Et ces derniers vont très prochainement être adaptés en bande dessinée. Donc, alors, moi, je préférerais davantage, en fait, vous montrer quelques exemples. Ça, c'est des méthodes de suivi. Voilà, ça, c'est une façon de suivre la séance et de dire comment elle s'est passée. Ça, c'est un exemple de sortie collective. On voit le petit avec son frère qui était vraiment ravi de participer à cette chasse au trésor. Ici, c'est la plateforme REC, c'est les formations qui sont proposées dont je vous parlais tout à l'heure. Là, je vous ai partagé le badge collectif mentorat. C'est vraiment à la fin donc, de cet engagement qu'on peut obtenir donc, ce badge-là. Et là, c'est le petit que j'accompagne cette année et moi. Et on nous demande en fait si on peut partager notre expérience auprès de la FEV en vue d'une amélioration. Donc, je vous remercie pour votre attention. Merci beaucoup. Je suis désolée. C'est pas grave. Alors, on va pouvoir poursuivre avec la prochaine présentation. Donc, une présentation de Patricia Leroux,
Patricia Leroux, donc, qui travaille en tant qu'assistante sociale depuis 25 ans, essentiellement en protection de l'enfance, dans différents contextes et services de collectivité territoriale, accueil mère-enfant, services d'accompagnement et d'accueil familial ou institutionnel, judiciaire ou administratif. Euh, elle a travaillé en fait longuement dans l'accompagnement administratif, donc plus particulièrement en coopération directe avec les familles et leurs environnements. Et donc, je vais l'inviter donc à présenter. Je vais partager la présentation. Donc, je vous cède la parole, Madame Leroux, et puis juste me prévenir quand je dois passer les diapos. Ça ne correspond pas à mon PowerPoint, hein, ça, ce que je vois. C'est une page bleue, de page de garde de PowerPoint, en fait. Bonjour à tous, excusez-moi. Petit ajustement technique, mais ça va venir. Je pense que c'est celui-ci. Ah oui, alors on voit 2 pages à la fois, mais c'est mieux que rien. Je ne sais pas si c'est normal. Voilà, je pense que c'est bon. Parfait. Ah voilà, parfait. Merci. Donc bonjour à tous. Un grand merci au comité organisateur de me permettre aujourd'hui de participer à ce colloque. Merci à tous les participants pour la qualité des contenus, vraiment. Donc, j'ai été amenée, effectivement, dans le cadre d'un mémoire de fin d'études d'ingénierie sociale, à réaliser une recherche au sein d'un service d'accueil familial judiciaire d'une collectivité locale. Donc, ce travail a recueilli 58 témoignages d'enfants, de parents et de professionnels. On peut passer peut-être à la diapo 1, si vous voulez. Donc, l'objet de ce travail était de déterminer s'il existait... Ça ne marche pas peut-être, la deuxième diapo. Ah, parfait. Donc, l'objet de ce travail était de déterminer s'il existait d'autres appuis de sécurité dans l'environnement de l'enfant accueilli et les manières éventuelles de les mettre à profit de son méta-besoin de sécurité. Je vais donc vous présenter de quelle manière ce travail a conduit à la proposition d'une transposition de la permaculture, des principes de la permaculture à la permaprotection de l'enfance et comment concrètement cette proposition pourrait être expérimentée sur le terrain. Donc, tout part des résultats de ce travail qui s'affichent là à l'écran, des résultats qui ont mis en évidence un certain nombre de consensus concernant le méta-besoin de sécurité de l'enfant accueilli.
et notamment le fait que d'autres sécurités existent autour de l'enfant accueilli, mais leurs expressions sont freinées par des phénomènes d'autocensure, d'asymétrie relationnelle et temporelle. D'autre part, ces sécurités sont le plus souvent déjà présentes dans l'environnement de l'enfant, donc dans des espaces, des temporalités et des formes, entre guillemets, biodiverses, qu'elles soient matérielles ou non, humaines ou non. Et ce qui est apparu, c'est que la sécurité de ces interrelations mettait en évidence un levier de durabilité très important. Sécurité des interrelations à soi-même, aux autres, entre les autres, au temps, au pluriel en termes de durée, de rythme, au sens de la signification, mais aussi au sens versus sensoriel du terme, en relation avec le corps. Et sécurité de ces interrelations œuvrant elles-mêmes entre les différentes strates éco- et chronosystémiques que j'ai repris par rapport au modèle de Bronfenbrenner qu'on peut mettre dans la diapo suivante, s'il vous plaît. Parce que ce modèle, voilà, je me suis permis de l'étendre avec une sphère supplémentaire à la sphère planétaire, puisqu'ici, l'idée d'un objectif de la permaprotection de l'enfant, c'est de contribuer à sécuriser durablement l'environnement de l'enfant, mais au sens le plus global possible. Donc, afin d'expliciter et de capaciter durablement ces ressources en sécurité déjà présentes autour de l'enfant, j'ai proposé de travailler à la valorisation d'une certaine biodiversité interrelationnelle sous différentes formes pour tenter d'augmenter les opportunités de symétrie relationnelle et temporelle dans le cadre de ce que j'ai regroupé sous le terme, vous pouvez mettre la diapo suivante s'il vous plaît, peut-être ce sera plus simple de voir. Dans le cadre de ce que j'ai regroupé sous le terme d'espace-temps péri-institutionnel. Donc, j'en ai mis un certain nombre d'exemples sur la gauche, une liste non exhaustive où apparaît notamment le mentorat, peut-être versus naturel. Donc, ces espaces-temps constituent des ressources potentiellement durables car elles existent avant, pendant et après le parcours de protection. C'est pour cette raison que la sphère péri-institutionnelle, elle enveloppe l'espace-temps intra-institutionnel. Elles peuvent répondre aux besoins et droits de l'enfant, y compris en acceptant à un moment et sous une forme donnée de contribuer à un projet de protection de l'enfant. Donc, ce champ péri-institutionnel n'a par contre pas pour fonction de suppléer aux responsabilités institutionnelles, mais bien de les complémenter et d'y apporter une certaine durabilité. D'autant que ce critère de durabilité fait partie du dernier référentiel d'évaluation de la qualité des établissements et services médico-sociaux publié par la Haute Autorité de Santé. Et ce champ péri-institutionnel fait à mon sens aussi écho à un certain nombre d'orientations légales qui sont apparues en France, l'accueil durable et bénévole, le parrainage, la personne de confiance, le mentorat, le droit au retour que la loi Taquet a rappelé en 2022 notamment, comme une certaine forme de main tendue vers ces espaces temps ressources que j'ai regroupés sous ce terme de péri-institutionnel. Donc, j'ai tenté de définir 3 dispositifs expérimentaux que vous voyez en jaune, le projet pour l'enfant conventionnel, les circuits courts et ce dispositif que j'ai appelé « On reste en contact », à l'interface précisément de l'intra et du péri-institutionnel pour constituer un modèle des outils de maillage entre le champ péri et intra-institutionnel au service des besoins et droits de l'enfant. Donc, comment? Eh bien, en s'appuyant notamment sur un certain nombre de principes durables apparentés à la permaculture, en observant notamment et en identifiant les interrelations sécures, en les rendant explicites, en contribuant à leur, entre guillemets, biodiversité en espace, temps et forme, contenu, en favorisant leur, entre guillemets, biodisponibilité, ce que j'appelle la manière de les rendre sécures, ces interrelations, accessibles, afin de renforcer leur capacitation durable. Donc justement, on peut passer à la diapositive suivante si vous voulez. Justement, voilà comment le modèle de la permaculture transposé à la protection d'enfance peut-elle participer d'une réponse à ces enjeux. Donc la permaculture, elle propose de s'inspirer de l'écosystème entre guillemets naturel pour en optimiser les fonctions résilientes durables avec le moins d'intervention possible en direction du plus d'autorégulation possible en respectant la biodiversité et l'humain. Donc, la permaculture, elle est apparue dans un contexte, celui du rapport Meadows, qui se penchait sur les limites planétaires. Et ce stade des limites de l'aide sociale à l'enfance me semble atteint depuis un certain nombre d'années en France dans la réalisation de ces missions, et ce malgré un certain nombre d'évolutions législatives en direction des besoins des droits de l'enfant. En témoigne la mise en place en avril dernier d'une commission d'enquête parlementaire précisément sur les manquements de la politique de l'ASE.
Donc, le moment des limites peut être un contexte favorisant le déploiement de certaines alternatives au modèle en place. Donc, ce modèle, il propose, à mon sens, tout d'abord une éthique qui pourrait être transposée de la façon suivante. Nourrir l'enfant, entre guillemets, l'enfant plante en même temps que son terreau planétaire et humain, dans un esprit de sobriété énergétique au sens global du terme. Prendre et donner sa juste part, quelle que soit la place qu'on occupe dans le système, ses capacités et ses limites. Et partager les surplus, j'entends par là le résultat d'une recherche-action ou la pérédance, par exemple. J'ai retenu 12 permaprincipes empruntés à la permaculture qui guident la mise en place de ces 3 dispositifs expérimentaux que je vais vous décrire un peu plus précisément maintenant. Donc, on peut mettre la diapo suivante, si vous voulez. Voilà, donc en bleu, vous avez les permaprincipes et puis vers quel dispositif ils sont destinés. Donc, le premier, les circuits courts. Donc, on connaît tous cette façon de produire durablement et de vendre de façon locale. Ici, il s'agit de mettre en évidence et à profit sur place, mais y compris peut-être sous certaines formes dématérialisées. On l'a compris, le sur place ne s'entend pas qu'au sens géographique du terme, territorial. Donc, de mettre à profit sur place le plus d'interrelations porteuses de sécurité pour l'enfant, dans le but de les inclure le plus tôt possible, voire en amont d'une mesure de protection, de sorte de la rendre la plus durable au-delà du parcours institutionnel, dans une perspective de parcours de vie. Donc, quels permaprincipes vont être inspirants à ce moment-là, observer le système dans ses interrelations sécures et renouvelables. J'entends une ressource renouvelable comme celle qui pourra avoir la possibilité de rester disponible spontanément avant, pendant et ou après le parcours de protection, en complément de certaines limites de critères, de temporalité que les ressources institutionnelles contiennent. Il s'agira dans ces circuits courts de favoriser l'accessibilité, la biodiversité de ces ressources, on l'a vu, de réduire la production de déchets, de polluants, j'entends ici les effets endogènes de la mesure, c'est-à-dire les traumatismes, l'usure humaine, mais aussi la consommation inefficiente de papier, de carburant, de temps, dans des échelles réduites et lentes. Une fois donc ce travail de conception des circuits courts réalisé, il s'agira de le designer, de le formaliser, donc là par l'expérimentation d'un projet pour l'enfant conventionnel, participatif, afin de tenter d'expérimenter un modèle plus durable et efficient. En effet, en France, le projet pour l'enfant établi par la loi peine à trouver ses fonctions, les fonctions espérées dans son application. Donc, les permaprincipes ici qui peuvent guider cette expérimentation, le premier, c'est de passer de la globalité au détail, en prenant par exemple appui sur le principe du zonage qui fait vraiment écho au modèle de Boffenbrenner. Par exemple, la zone 0, la maison, donc l'enfant lui-même, son intériorité, sa personne. La zone 1, une partie où on va fréquemment intervenir parce qu'elle répond à des besoins impérieux. Zone 2, moindre intervention, besoins moins impérieux. Zone 3, etc. Jusqu'à la zone forestière qu'on fréquente quasiment pas, mais qui reste aussi importante que toutes les zones. C'est vraiment cette notion de globalité où, quel que soit le nombre de fréquentations, chaque zone a une fonction dans l'équilibre et l'autorégulation du système, y compris une zone toujours indispensable en permaculture. C'est une zone où on n'interviendra pas du tout, peut-être à transposer avec le droit, une certaine forme du droit à la vie privée de l'enfant. Autre permaprincipe, dans le cadre de ce projet pour l'enfant conventionnel, intégrer plutôt que séparer, cela pose la question, à mon sens, de la qualité des interrelations, leur forme, leurs espaces, leur temporalité. Et cette convention tend vers le principe d'autorégulation. Par exemple, si une situation a été régulée d'une manière sécure et de manière complètement indépendante du dispositif convenu, alors cette fonction pourra être rendue explicite et valorisée dans le dispositif le cas échéant, et son inverse aussi en appliquant le principe de rétroaction. Enfin, un dispositif de maintenance qu'on pourrait en protection de l'enfance qualifié de service de suite, à la différence que ce dispositif-là que j'ai intitulé « On reste en contact » inclut un appui éventuellement de cette zone péri-institutionnelle pour assurer le maintien et faciliter l'autorégulation du système au-delà du parcours de protection dans une perspective de parcours de vie. Donc, il s'agit de mettre à l'exercice les principes de valorisation des interfaces et des éléments de bordure qui, en permaculture, sont toujours considérés comme des éléments très riches en biodiversité, en interconnexion
Et en protection de l'enfance, les moments de transition peuvent être parfois souvent vécus comme douloureux, peuvent accélérer, accélérer le temps en quelque sorte, augmenter la pression, voire créer des traumatismes de rupture. Et l'idée serait ici d'observer un petit peu, notamment à l'approche de la majorité, comment concevoir la richesse d'un élément de transition dans des possibles interactions nouvelles, dans une possible biodiversité interrelationnelle nouvelle, et optimiser ce contexte plutôt que de le subir en s'appuyant sur le mentorat, sur d'autres ressources péri-institutionnelles, gage de continuité et de sécurité dans le cadre du parcours de vie de l'enfant. Donc, il s'agit de se demander comment, qui, quoi et sous quelle forme maintenir les interrelations en capacité d'accompagner de façon sécure l'enfant dans le système, et que ce soit vers un droit au retour vers l'aide sociale à l'enfance que la loi de 2022 a rappelé, ou pour activer une ressource de sécurité qui peut être restée en sommeil dans le dispositif. Par exemple, une personne qui un jour a dit « je serai là au cas où ». Voilà, mais peut-être une personne qu'on ne voit pas, mais qui reste présente en termes de sécurité à l'intérieur de l'enfant et qui peut être indispensable à un moment donné de sa vie. Enfin, dernier perma-principe appliqué ici, face au changement, rester inventif. On parlait tout à l'heure de créativité. Il s'agit ici d'interroger dans la pratique l'espèce de plasticité cérébrale de l'institution avec son complément péri-institutionnel, sa capacité à innover. Donc, je conclurai, peut-être on peut mettre la dernière slide, s'il vous plaît, juste par une question, une proposition de réflexion. Est-ce qu'une permaprotection de l'enfance peut amorcer un travail, une évolution vers un travail social durable? On entend parler parfois de travail social et de développement durable. Il s'agirait ici de réfléchir à une manière intrinsèque pour le travail social, d'assimiler la durabilité dans son éthique, dans ses principes, dans ses méthodes et dans ses objectifs. Donc, dernière slide, c'est pour vous remercier, et la suivante, la bibliographie. Merci beaucoup pour votre attention. Merci beaucoup à vous. Alors, on va terminer donc par la présentation de Laurence Ricard. Donc, Laurence Ricard, avocate et chercheuse postdoctorale à la faculté de droit de l'université de Sherbrooke et à la chaire Antoine Turmel sur la protection juridique des aînés de la faculté de droit de l'université Laval. Donc, elle a pratiqué pendant 5 ans dans le réseau de la santé, notamment en protection de la jeunesse, et ses travaux portent sur la philosophie politique du droit, la protection juridique des personnes vulnérables et le droit de la protection de la jeunesse. Donc, je vais l'inviter à me rejoindre et puis à nous présenter ses travaux. Bonjour. Vous m'entendez comme ça? Désolée pour le... Naturellement, j'ai envoyé le PowerPoint, puis une seconde après, j'ai réalisé qu'il y avait une erreur, puis je n'ai pas pu... J'ai une erreur à la première diapo. Donc, bonjour. Je vous présente aujourd'hui, je vais faire ça assez rapidement. On a tous faim, j'en suis convaincue. Je vous présente aujourd'hui un projet de recherche. Donc, ce n'est pas une recherche qui est terminée du tout. En fait, elle s'amorce à peine. Mais je trouvais que c'était un beau moment pour moi pour faire le point et peut-être partager le type de recherche que je fais avec une communauté interdisciplinaire parce que c'est un projet interdisciplinaire. Donc, moi, je travaille sur la protection de l'enfant et j'ai fait donc ma thèse de doctorat que j'ai terminée en novembre sur la protection de la jeunesse et sur le droit de la protection de la jeunesse, puis son arrimage conceptuel avec les disciplines comme le travail social, qui est l'autre pendant en protection de la jeunesse. Donc, mon projet en fait,
un de mes projets de postdoctorat, je ne vous parlerai pas de l'autre parce que ce n'est pas les enfants, euh, c'est de faire une étude auprès des professionnels de la pédiatrie de la maltraitance pour un peu tester les intuitions que j'ai pu théoriser dans ma thèse, qui est une thèse vraiment de philosophie du droit. Donc, on fait quelque chose de différent un petit peu pour cette présentation-ci. C'est une présentation un peu théorique. Je vais vous expliquer un peu le contexte théorique qui m'a amené à élaborer mon projet de recherche, puis la méthodologie que je compte mettre en place pour le mener à bien. Donc, c'est un projet de recherche, je vais juste le mentionner, là, qui est en collaboration avec le professeur Bertrand Lavoie, là, qui est à l'Université de Sherbrooke, à la faculté de droit, qui est mon superviseur de stage postdoctoral. Et c'est à son invitation, en fait, que j'ai eu l'occasion d'élaborer le projet de recherche parce qu'il travaillait déjà en collaboration avec des pédiatres de la maltraitance des enfants. Et donc, ça m'a donné l'occasion de réfléchir à quel genre de collaboration on pourrait mettre en place pour mieux se comprendre entre juristes et professionnels médicaux. Donc, c'est ici peut-être plus ça. Voilà. Donc, oui, je vais le faire ici, c'est correct. Donc, premier contexte, juste rapidement, là, parce qu'on vient tous de milieux un peu différents, donc je voulais juste mettre un petit contexte de base. Le droit à la protection de l'enfant, c'est un droit fondamental qui est prévu aux articles 32 du Code civil du Québec et à l'article 39 de la Charte québécoise. On a tendance à l'oublier avec la loi sur la protection de la jeunesse, en fait. C'est comme si on passe l'étape du fait que c'est un droit fondamental, le droit à la protection, et donc que c'est un droit qu'il faut réfléchir aussi comme droit et comment le mettre en place pour protéger ce droit-là autant que les autres qui vont être évoqués dans la mise en place de la protection. Et c'est un domaine dont ça va de soi, profondément interdisciplinaire. Le système de protection de l'enfance au Québec, comme dans tous les systèmes anglo-américains de protection de l'enfance, parce que ça fait partie du même type de système, c'est un système à deux volets. Donc, il y a le travail social d'un côté. Donc, les travailleurs sociaux sont habilités par la loi sur la protection de la jeunesse à intervenir auprès de la clientèle. Mais étant donné que la loi sur la protection de la jeunesse leur donne tout leur pouvoir, bien, il y a un cadre juridique extrêmement serré dans lequel ils fonctionnent. Et donc, un cadre juridique implique une intervention de juristes, des avocats, des juges. Donc, c'est ce qui fait que la préoccupation d'arrimer le droit et les impératifs qui viennent plus des approches cliniques de la protection de la jeunesse me semblait particulièrement importante. Il y a aussi de multiples collaborateurs qui sont impliqués dans la protection de la jeunesse et je suis bien contente que ma présentation passe juste après celle de Patricia Leroux parce que elle a présenté le modèle de Bronfen, je sais pas comment le dire, Bronfenheimer. Et donc, on voit bien à travers ce modèle-là à quel point différentes couches de la société sont impliquées et différents types d'acteurs sont impliqués dans la protection de l'enfance. Et c'est le cas, par exemple, des policiers qui vont être impliqués quand il s'agit d'un acte criminel en même temps, les écoles et les milieux de garde, ainsi que les professionnels de la santé, qui sont tous des personnes qui, en vertu de l'article 39 de la loi sur la protection de la jeunesse au Québec, ont une obligation de signaler s'ils ont un soupçon, en fait, de maltraitance de l'enfant. Donc, il y a une obligation juridique de faire un signalement à la loi sur la protection de la jeunesse. Je vous présente ce que je sais pour l'instant de la pédiatrie de la maltraitance, c'est-à-dire pas grand-chose parce que je n'ai pas encore fait le lien exactement avec l'équipe. C'est-à-dire, j'ai une collaboratrice qui est la chef de l'équipe, la clinique de la pédiatrie de la maltraitance du CHU de l'Estrie, qui est Dr Clara Lowe-Descaries. Mais notre rencontre pour discuter du projet de recherche aura lieu le 20 juin. Donc, je vous dis ce que moi j'envisage pour l'instant et vous allez voir que dans mon projet, il y a une étape de rencontre qui va me permettre de mieux déterminer les objectifs. Mais ce que je vois, c'est que les professionnels dans ce domaine sont souvent en position de faire le signalement au DPJ parce que, naturellement, ben, une clinique d'évaluation des situations de maltraitance, c'est souvent eux qui vont être les premières personnes à avoir des soupçons de maltraitance.
ou à confirmer des soupçons de maltraitance de façon médicale. Et ils ont une obligation de le faire étant donné que c'est des professionnels qui travaillent auprès des enfants. De la même manière, ils peuvent, je crois, j'anticipe, c'est une hypothèse, être les premiers à annoncer à la famille les soupçons de maltraitance. Et ils travaillent en approche multidisciplinaire. Donc, c'est une équipe autour d'un corps médical, mais il y a des travailleurs sociaux, il y a des infirmières. Et donc, je vais voir un peu quel type de professionnels s'y trouvent, mais je sais qu'ils travaillent en équipe multidisciplinaire. Je me pose aussi la question à savoir, est-ce qu'il n'y aurait pas une prédominance de l'approche médicale aussi dans cette multidisciplinarité-là, étant donné que ça reste une clinique médicale de maltraitance, la pédiatrie. Donc, ça fait partie des questionnements que j'ai à ce stade-ci de ma recherche. Donc, je vous explique un peu ce qui a motivé cette recherche-là. Et là, je vais essayer de vous rendre ça le plus léger possible. C'est un peu de la philo. Donc, moi, dans mes recherches de thèse, de doctorat, je me suis intéressée aux présupposés du droit. Donc, le droit, hein, ça part d'une conception de l'individu qui souvent nous apparaît très neutre, mais en fait est inspiré de toutes sortes de principes philosophiques qui se fondent sur des idées de ce qu'est un être humain, comment ça évolue dans le monde, c'est quoi un être humain bien développé, c'est quoi ses relations avec les autres, puis c'est quoi le fonctionnement de la société. Donc, ce cadre-là idéologique du droit, j'ose l'appeler comme ça, c'est le cadre du libéralisme. Donc, le droit, ça s'inscrit dans une conception de l'individu qui est une personne qui fonctionne dans la société, qui prend des décisions pour elle-même de façon assez rationnelle. Et les individus sont comme des petites billes qui se rencontrent, se cognent et altèrent leur trajectoire. Donc, la valeur centrale du droit, c'est l'autonomie individuelle. C'est ce qui fait que c'est le libéralisme. C'est ça, le libéralisme, c'est qu'on valorise surtout l'autonomie de l'individu. C'est une conception que je dis rationaliste de l'individu. C'est-à-dire qu'en droit, on assume que les personnes sont capables de prendre des décisions en fonction du fait qu'ils ont accès à une forme de rationalité. De la même manière, le discours des droits et responsabilités mène à une conception contradictoire des rapports sociaux. C'est-à-dire que si moi j'ai un droit, l'autre personne à qui je l'oppose va devoir y répondre et quand les droits se rencontrent, il y en a un qui va gagner, un qui va perdre la plupart du temps. Et c'est l'organisation aussi de la cour. Hein. Les salles de cour sont organisées de manière à ce qu'une personne présente une demande, une autre personne va opposer une contre-preuve, le juge va trancher en fonction d'un exercice rationnel de savoir quelle est la preuve qui m'a été présentée devant moi et quel droit doit s'appliquer. Et on va faire un exercice rationnel de savoir quel droit va prévaloir dans cette situation-là. Cette conception-là rationaliste de l'autonomie, qui est au centre du droit, elle a été remise en cause par des critiques féministes de l'autonomie. Et la critique la plus importante, c'est la critique de l'autonomie relationnelle, c'est-à-dire la proposition alternative, c'est une proposition d'autonomie relationnelle. C'est-à-dire l'autonomie, au lieu d'être considérée comme quelque chose que tout le monde a égal, comme si ça apparaissait par magie avec le temps, en fait. Hein, puis là, on pourrait en discuter de quand est-ce que l'enfant devient autonome. En droit, c'est très clair en droit québécois. L'enfant gagne une certaine autonomie à 14 ans, puis après ça, il devient pleinement autonome à 18 ans. Puis on assume que tout le monde est parfaitement autonome de la même manière, puis que l'autonomie, en fait, c'est d'être rationnel dans ses décisions. Et donc, il y a une façon de concevoir l'autonomie qui est une construction d'autonomie à travers les relations. Ça fait écho au modèle justement écosystémique qu'on a vu dans la présentation précédente. Et moi, dans mon travail de thèse, j'ai travaillé sur une approche que j'appelle la reconnaissance, qui est une conceptualisation, en fait, de tout l'écosystème de relations qu'il faut pour créer une autonomie de chaque personne. Je vais passer rapidement. Il y a 3 sphères d'autonomie. Je ne vous les expliquerai pas tous, de reconnaissance qui permettent de rencontrer l'autonomie. Je ne vous les expliquerai pas tous parce que ça prendrait du temps. Je voulais juste vous donner un peu le contexte dans lequel je m'inscris.
Donc, ça permet de penser les relations hors du cadre contradictoire du droit, c'est-à-dire que les relations sont constitutives de l'autonomie de chacun des individus, au lieu de être des personnes qui s'opposent les unes les autres en fonction de leurs différents droits qu'ils vont défendre. Donc, les questions de recherche que je me pars, à partir de ce cadre-là, les questions de recherche desquelles je pars pour élaborer mon projet, c'est quelles conceptions ont les professionnels en pédiatrie de la maltraitance, du droit, de la protection de la jeunesse. En fait, quelle conception du droit? Il manque un petit bout du droit de la protection de la jeunesse. Donc, pardon. Je pensais que... Donc, sous-question, quelle est la définition de la maltraitance qu'ils ont? Il y a une définition de la maltraitance dans la loi sur la protection de la jeunesse. Donc, est-ce que c'est la même définition qui est opérationnalisée par les professionnels cliniques? C'est quoi les différences? Où vont être les nuances? Ensuite, quelle approche ils vont avoir par rapport au signalement puis à la communication avec la famille? Est-ce que ça reflète, et là, c'est pour ça que je voulais vous expliquer le contexte théorique, est-ce que ça reflète une approche de l'individu qui le prend dans sa responsabilité individuelle, ou est-ce qu'on a une approche plus relationnelle des rapports de la famille, par exemple, du lien de l'enfant avec le parent et de la façon dont on intègre finalement la compréhension du parent à l'élaboration, par exemple, peut-être du bien-être de l'intérêt de l'enfant. Bon, bien sûr, je m'interroge sur les obstacles que les pédiatres, en fait, les professionnels spécialisés en pédiatrie de la maltraitance, je veux être large, vont, eux, conçoivent les obstacles, en fait, surtout par rapport aux droits qu'ils conçoivent dans leur pratique. Donc, pour y parvenir, je vais faire une recherche empirique. Donc, ce sera une recherche collaborative qui demande un rapprochement entre les chercheurs et les professionnels. Donc, comme je vous le disais, je vais consulter l'équipe à l'étape de l'élaboration du protocole. Donc, ce sera ce que je m'en vais faire en juin. Donc, je vais aller d'abord consulter l'équipe pour élaborer mon protocole de recherche pour m'assurer que les questions de recherche soient précisées en fonction aussi des besoins de l'équipe pour que ça puisse être utile, que la recherche puisse être utile à l'équipe de professionnels. Et je vais faire la collecte de données en focus group, ce qui va me permettre de refléter la dynamique multidisciplinaire du travail clinique, c'est-à-dire que de ce qu'on m'a expliqué, les décisions se prennent en groupe. Donc, ça m'apparaissait important d'avoir une méthode de collecte de données qui reflétait la dynamique dans laquelle la pédiatrie, la maltraitance s'exerce. Rapidement, donc, les étapes de la recherche, il y a l'établissement du partenariat qui est déjà fait, les rencontres de démarrage, le certificat éthique, la coopération et l'analyse et la diffusion des résultats. Et donc, on va aborder dans les focus group les thèmes pour l'instant que je vois. Naturellement, ça va évoluer avec la rencontre de démarrage que je vais faire avec les participants. Ça va être d'aborder la perception du rôle de la clinique en pédiatrie dans la maltraitance, dans l'application de la loi sur la protection de la jeunesse. Donc, comment eux se perçoivent par rapport, par exemple, au signalement. Des échos que j'ai, ils ne signalent pas de la façon dont ils sont supposés faire. C'est-à-dire que souvent, il y a une réticence à signaler parce qu'on a peur que ça ait un impact sur la relation de confiance, par exemple, avec les professionnels soignants. Et pour moi, ça reflète, entre autres, un aveuglement du droit à la relation et aux besoins de la relation. Je compte aussi aborder la question de la perception de la définition juridique de la maltraitance, comme je l'ai dit, et les enjeux éthiques qui entourent le signalement, ainsi que les expériences qu'ils peuvent vivre entourant le passage au tribunal, parce que naturellement, ils deviennent potentiellement des témoins experts quand il y a un enjeu de protection. Et donc, je vais le faire dans une approche de conscience du droit, donc se poser la question de comment ces personnes-là perçoivent le droit, leur rôle dans le droit et prennent leurs décisions en fonction de ça. Et c'est et je conclus là-dessus, c'est ma dernière diapositive. J'espère que cette recherche va nous permettre de mieux comprendre les défis de l'interdisciplinarité entre pédiatrie de la maltraitance et droit, donc les points d'intersection comme les points de divergence, et de générer un savoir sur l'approche qui est privilégiée par les spécialistes en pédiatrie de la maltraitance par rapport aux droits de la jeunesse.
Alors, je vous propose de poursuivre avec un 15 minutes de discussion. On a pris une quinzaine de minutes de retard. Donc, je vous propose de raccourcir un petit peu le temps de discussion. Et puis, je pense que tout le monde a, je suppose, toujours très faim à cette période-là. Donc, l'idée, ce serait d'aller de faire la pause lunch à partir de 12h45 au lieu de 12h30 comme initialement prévu. Donc, je vais inviter Laurence Ricard et puis Fatoumata Diadiou à me rejoindre à l'avant et puis on va pouvoir lancer les discussions. Alors, est-ce qu'on a des questions dans la salle ou à distance? Oui. Donc, tout d'abord, merci pour toutes les présentations de l'avant-midi. C'était très pertinent. Un merci tout spécial à Laurence qui a très bien mis la table pour ma présentation qui porte sur l'acquisition progressive de la capacité juridique des personnes mineures. Donc, elle en a fait brièvement mention. J'ai justement une question. Donc, on sait que les juristes travaillent très peu en interdisciplinarité normalement, mais que la protection de la jeunesse et la notion d'intérêt de l'enfant est une notion qui justement fait en sorte qu'on doit travailler en interdisciplinarité. Donc, j'aimerais peut-être en savoir un peu plus sur, je vais me permettre de tutoyer, donc sur ton rapport à l'interdisciplinarité. Est-ce que tu crois que ce projet-là va le faire évoluer? Donc, dans ton parcours de chercheur, est-ce que c'est une pierre tournante ou du fait que tu as déjà un background interdisciplinaire?